bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous abordons le thème suivant. Les défilés de mode sont-ils une véritable vitrine de la créativité ou simplement des spectacles? Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le créateur ivoirien qui n'est plus à présenter, Roger Bongo. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonsoir. Bonsoir Roger. Alors, comment définiriez-vous l'identité de la mode africaine sur la scène internationale? Merci Fatim. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire sans se tromper, que la mode africaine quand même a commencé à faire son bonhomme de chemin. Parce qu'à l'international même, tout ce qui est produit africain est prisé. Tout ce qui est motif africain est prisé. Donc aujourd'hui, ça se porte mieux. Ça se porte mieux. J'étais aux États-Unis il y a peut-être un mois, mais toute ma valise a été vidée en moins de 30 minutes. Voilà, j'ai été invité à la Banque mondiale, mais c'était vite fait, quoi. J'étais étonné de voir l'engouement des gens de vouloir porter des motifs africains, de vouloir porter du wax, de vouloir porter du pain tissé et autres. Donc aujourd'hui, je pense que c'est bien parti. C'est bien parti, mais la question est, est-ce que nous sommes prêts à soutenir cette croissance et à la pérenniser? C'est là aujourd'hui le défi. Le défi. Et qu'est-ce que vous faites justement pour relever ce défi? Nous, à notre niveau, on essaie de promouvoir déjà cette mode-là, cette mode africaine avec ses matières, avec ses couleurs, avec tout ce qui est tendance de chez nous, avec nos motifs ancestraux. Et donc, on arrive quand même à montrer ça aux gens. Mais le truc, c'est qu'après, quand tu as présenté, puisqu'aujourd'hui, avec Internet, l'information est disponible, l'information va très vite. Mais après, derrière, comment est-ce que tu mets le dispositif, tu mets pour pouvoir livrer en France, pour pouvoir livrer au Congo, pour pouvoir livrer aux États-Unis, pour pouvoir livrer en Suisse, pour pouvoir livrer au Canada, par exemple. Et toute cette logistique-là, tant qu'on ne travaille pas là-dessus, c'est vrai que nos produits seront demandés, mais in fine, on ne pourra pas servir ses clients et donc on ne pourra pas faire du business, effectivement. Très bien. Alors, quels sont les éléments qui permettent de distinguer cette mode africaine-là? C'est déjà nos motifs. Quand on prend le Bogola, on prend le Kente, on prend tout ce qui est motif africain, le faso d'enfant que j'aime bien parce qu'ils ont su travailler ce pagne-là, ils ont su le rendre léger, ils ont su le rendre en tout cas portable. Tout ce pagne, aussi notre pagne baoulé qui aujourd'hui est labellisé. Et donc tous ces supports-là nous représentent, nous distinguent. Et partout, je pense qu'aujourd'hui, ça se voit, ça se dégage tout de suite. Mais comme je dis et je redis encore, après, derrière, il faut pouvoir soutenir cette croissance, ce développement-là, avec d'autres choses. La formation pour aller à l'industrialisation de nos produits, pas l'industrialisation à la chinoise. Voilà, faire du gros volume, mais faire une industrialisation qui est propre à nous, qui fait un clin d'œil à l'économie verte, qui fait un clin d'œil au partage équitable, ce genre de choses. C'est là, je pense que l'Afrique et la Côte d'Ivoire pourra vraiment se démarquer et tirer l'épingle du jeu. Non, aujourd'hui, c'est demandé partout. Là, mais je viens tout de suite d'une conférence en Chine, mais on demande nos produits. Pendant que nous sommes ici, les Chinois demandent nos produits. Nos produits, que ce soit le textile, que ce soit le manioc, que ce soit tout ce qui est produit made in Côte d'Ivoire, c'est demandé. Mais nous sommes assis ici et on se tourne les pouces pendant qu'on nous demande ailleurs. Voilà. Il faut juste trouver le bon créneau. Il faut trouver le bon créneau, il faut trouver la bonne niche, il faut se faire accompagner. C'est aussi simple que ça parce que nous, à la base, nous sommes des créateurs. Ça, c'est notre cœur de métier. Mais au-delà de cela, il y a tout ce qui est fonction support autour de tout ce qui est métier, tout ce qui est artisanal. Parce que toi, en tant que couturier, tu ne sais pas comment est-ce qu'on vend. Tu ne sais pas comment faire une levée de fonds. Tu ne sais pas comment manager une équipe. Tu ne sais pas comment faire un contrôle qualité. Tu ne sais pas tout ça. Tu sais coudre. Et donc, tu te fais accompagner pour pouvoir non seulement te faire voir, organiser ton entreprise, pérenniser l'entreprise et puis faire des gains. D'où l'importance des formations. Oui, ça c'est la base, c'est la clé de tout. Vous savez que généralement, les pays aujourd'hui qu'on envie, que ce soit l'Allemagne et la Chine aujourd'hui qui sont en train de tirer leur épingle du jeu, c'est que la formation, mais la formation pratique. Pas la formation pratique. Et cette formation-là a un coût.
Non, c'est sûr que c'est un coût. C'est sûr. C'est sûr que c'est un coût. Mais après, je veux dire, on ne va pas dire que c'est un coût, on va dire que c'est un investissement et il faut pouvoir faire le retour sur ce que tu as. Voilà. C'est aussi simple que ça parce que de toute façon, si vous n'investissez pas dans votre formation, bon, l'entreprise ne pourra pas avancer. Donc ça veut dire que quoi? Vous mourrez à petit feu. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez la plupart des artistes. Quand je dis artistes, c'est vrai, il y a des artisans, des couturiers, des chanteurs, tous ceux qui sont dans ce monde-là. Vous voyez que généralement les artistes n'ont pas une entreprise qui est durable, qui est pérenne. Parce qu'au niveau de l'organisationnel, ils n'investissent pas là-dedans. Ils comptent sur sa voix, ils comptent sur sa créativité. Moi, je sais créer des modèles, je sais défiler, oui. Et après, comment est-ce que tu dupliques ce que tu sais faire? Comment est-ce que tu vends ce que tu sais faire? Comment est-ce que tu économises sur ce que tu gagnes? Puisque ça devient une valeur intrinsèque, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu le multiplies? C'est là le challenge. C'est pour ça que généralement, 80% des artistes ne réussissent pas dans le business. Et quand je parle d'artistes, tout le monde, hein, les plus grands artistes, même, pour ne pas citer de nom, des artistes même américains ou congolais, peu importe. À partir du moment où tu es un artiste, tu as une façon de penser parce que tout ce qui est carré nous fatigue. Voilà, donc si tu n'as pas eu de compagnon, quelqu'un pour t'aider, pour te faire tenir dans un carré, c'est mort d'avance. Très bien. Alors, on va revenir au défilé de mode africain. Ouais. Alors, est-ce que ces défilés ont réussi à promouvoir la créativité, on va dire, locale ou s'inspire-t-il surtout des tendances internationales? Aujourd'hui, on s'inspire de nous-mêmes. Voilà, et ça, vraiment, je me réjouis de cela parce que quand vous regardez aujourd'hui, la plupart de nos dirigeants, de nos artistes portent aujourd'hui des tuniques. Et ces tuniques-là, ça commence à devenir notre silhouette, notre tenue à l'africaine. Et même les Européens en demandent. Et on les appelle les costumes africains. Les costumes africains aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, moi, je me mets rarement en costume. Je suis dans mes tuniques, peu importe là où je suis, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, dans tous les sommets, j'ai ma tunique et c'est toujours demandé. Et donc aujourd'hui, on s'inspire de nous-mêmes, on s'inspire de nos traditions, on s'inspire de nos motifs, on s'inspire de nos supports et on arrive à faire la différence. Mais comme j'ai dit, après, il faut pouvoir aller à l'échelle. La question demeure. Voilà, c'est ça. Alors, quel rôle jouent ces défilés de mode dans la promotion de la culture africaine au-delà même des frontières du continent? Oui, c'est tout la même question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les stylistes qui font des défilés dans tous les pays européens et américains, on va avec nos produits. Avant, tu es tenté de prendre du taffetas, de prendre des choses, des matières qui viennent d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ta collection est totalement en bourgogne, mais tu es fier de le présenter. Elle est totalement en pagne tissé, tu es fier de le présenter. Tu es totalement en quinté ou en bourgogne, tu es fier de le présenter. On n'a plus honte, on assume aujourd'hui nos traditions. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nos textiles, nos créations sont connus et c'est prisé par tous ces pays-là. Est-ce que ces événements, en quelque sorte, sont considérés comme des vitrines de la créativité ou ce sont juste de simples spectacles en show? C'est une vitrine, mais il est clair que souvent il y a des défilés où les promoteurs mettent l'accent, je veux dire, sur le défilé lui-même et sur des invités, sur la masse. Ils n'invitent pas des professionnels du domaine. Ça, souvent, je me plains beaucoup de cela parce qu'un défilé, ce n'est pas juste pour faire de la promotion, mais c'est faire de la promotion devant des clients qui sont preneurs. Voilà, vous n'allez pas prendre des gens qui ne s'habillent pas dans nos tenues, qui vont venir regarder le spectacle et puis après ils rentrent chez eux. Voilà, donc ça c'est un travail à faire pour tous les promoteurs. Je leur lance en tout cas cet appel-là. Un défilé, c'est vrai, c'est le spectacle, mais après c'est d'envoyer du beau monde. Un monde qui peut acheter, un monde qui peut valoriser ce qu'il voit, un public qui est consommateur, qui est preneur de ces produits made in Afrique. Et justement, parlant de ces défilés, il y a le créateur ivoirien Eli Kwame, que vous connaissez très bien qui invite tous les acteurs de la mode du 10 au 13 octobre, on va dire, de ce mois, à une Fashion Week. Il dit la toute première Fashion Week en Côte d'Ivoire, donc la Fashion Week by Eli Kwame. Nous y étions pour la conférence de presse. On regarde ce reportage et on revient. Aujourd'hui, c'est un jour marquant pour la mode africaine. Il est connu comme l'un des plus célèbres créateurs ivoiriens, Eli Kwame.
il a réuni médias et professionnels du secteur pour annoncer un événement inédit, la toute première Fashion Week qui portera sa signature. Ce projet promet d'inscrire la Côte d'Ivoire et le continent africain au cœur des plus grandes scènes internationales de la mode. On est vraiment dans un projet qui va mener tous les corps de métier et tous les composants de la chaîne de valeur, non seulement à être mis en lumière, mais en plus à profiter de la manne financière qui va être générée. Donc ça va être aussi un plus pour notre tourisme, pour notre culture, et ça va interpeller les gens à l'extérieur, apporter un aspect formatif vraiment en profondeur, pour redéfinir en quelque sorte la narrative de la mode, textile et design en Côte d'Ivoire. Avec ce projet ambitieux, Eli Kwame veut positionner Abidjan comme une capitale montante de la mode mondiale. Plusieurs designers de renom, tant africains qu'internationaux, sont attendus pour 3 jours haut en couleur. C'est une première en Afrique parce qu'aujourd'hui on décide de se frotter à Milan, à New York, donc forcément le risque est là. Mais on va surmonter, on va y arriver, on va le faire. Il est important que notre touche soit bien représentée parce que les Occidentaux s'inspirent de nous. Donc il est important que nous-mêmes puissions porter ce qu'on a en nous à travers cet événement-là. On a énormément de talents en Côte d'Ivoire et il faut les soutenir, surtout les jeunes stylistes, à aller à l'international, à ne pas avoir peur, à repousser les limites parce qu'on a le potentiel, même j'ai envie de dire, plus qu'à l'international. Et il faut juste cet accompagnement, que ce soit financier, que ce soit je sais pas moi, culturel, de ressources. Et je pense que si on continue à soutenir nos frères et sœurs ivoiriennes, on pourra y arriver. La première Fashion Week by Eli Kwame, c'est aussi un engagement social. Une tribune pour sensibiliser les femmes sur le cancer du sein, un sujet cher aux créateurs. Un événement qui bénéficie de la caution du ministère de la Culture. Et il est question pour nous, en tant que ministère, dans sa mission d'encadrement, de faire en sorte que ce secteur-là puisse aller de l'avant pour le promouvoir la diversité de nos expressions culturelles. Et nous avons des défis aussi que nous devons relever en termes de formation, en termes de financement pour le bien-être du secteur de la culture et de notre patrimoine. À noter que cette Fashion Week by Eli Kwame s'annonce comme un événement incontournable pour la mode africaine. Un rendez-vous à ne pas manquer qui fera rayonner la Côte d'Ivoire bien au-delà de ses frontières et inscrira le nom d'Eli Kwame parmi les plus grandes figures de la mode mondiale. La Fashion Week by Eli Kwame, c'est du 10 au 13 octobre prochain ici à Abidjan. Alors, Roger Bongo, en quoi est-ce que les Fashion Week africaines sont-elles différentes de celles qu'on voit à l'international? Il n'y a pas vraiment de différence au-delà des produits, au-delà des collections. Généralement, c'est la même chose. C'est peut-être qu'au niveau de l'Afrique, généralement, on n'a pas le financement qu'il faut pour faire une Fashion Week, une vraie Fashion Week. Je pense que c'est ce qui reste la difficulté. Sinon, c'est normalement, une Fashion Week même, c'est un label. Et donc, il y a forcément un accompagnement à faire. Voilà, je ne sais pas si ceux qui Eli l'a fait ou pas, s'il est accompagné par une des Fashion Week de Paris, de Milan ou de New York. Mais normalement, c'est un label. On ne se fait pas comme ça pour faire une Fashion Week. C'est un label et donc il y a tout un protocole, il y a tout un processus, il y a toute une façon de l'organiser. Donc c'est au-delà du produit, sinon normalement c'est les mêmes organisations. D'accord. Oui. Et pensez-vous que le grand public perçoit bien cette valeur culturelle ou voit plutôt le côté glamour ou superficiel des défilés? C'est vrai que avant les gens voyaient plus le côté glamour, mais aujourd'hui de plus en plus de créateurs ont compris que au-delà de montrer le savoir-faire, ils montrent des produits qui sont consommables, donc assez digestes, assez simples à porter. Et donc aujourd'hui les gens comprennent qu'un défilé c'est pas que pour venir, parce qu'on dit chez nous, on dit qui peut le plus, peut le moins. Donc on va te faire une robe avec 32 manches, mais en réalité personne ne va le porter. Après c'est dans nos magasins. Donc aujourd'hui, l'approche est de faire des tenues qui sont portables,
qui sont bien finis, parce qu'on est beaucoup regardant aujourd'hui sur la finition, sur la pureté du produit, des choses comme ça. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, ça reste quand même une bonne vitrine, une bonne promotion pour les créateurs que nous sommes. Et aussi de faire des tenues qui épousent les formes africaines. Oui, bien sûr. Effectivement, ce que tu dis est vrai. On a notre morphologie qui est différente de celle des Européens. Et aujourd'hui, même la grosse difficulté, c'est que la plupart des produits sont faits en Chine et eux, leur morphologie, nous, c'est totalement différent. Que ce soit au niveau de la taille, au niveau des silhouettes, au niveau des formes. Donc aujourd'hui, l'intérêt est de créer notre prêt-à-porter made in Côte d'Ivoire, ce qui est en train de se faire avec tous les créateurs qu'on connaît, à qui, en tout cas, je félicite parce que un gros travail est fait à ce niveau-là. Aujourd'hui, tu peux t'habiller made in Côte d'Ivoire tout le mois, toute la semaine, sans vraiment trimer, quoi. Est-ce que, quelque part, ces événements jouent un rôle dans la reconnaissance des créateurs africains à l'échelle internationale? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous savez, il y a des petites publicités qu'on fait nous-mêmes de façon individuelle sur les réseaux, mais quand c'est porté dans un défilé, c'est un autre regard. C'est un autre regard plus chic, un autre regard plus glamour, un autre regard plus organisationnel. Et donc, c'est plus vu. Ça vous positionne au-delà même de faire des publicités sur le produit en lui-même. Ça vous positionne comme une marque, comme un styliste, effectivement un styliste connu et reconnu. Donc c'est toujours important de ce genre de défilé. D'accord. Alors quel est l'impact économique des défilés de mode en Afrique? C'est clair, hein. Après je pense qu'au final c'est la vraie question à se poser. Voyez-vous, c'est vrai que nous, quand on parle d'un défilé, on ne voit que les 10 créateurs, les 15 créateurs qui vont défiler. Mais au-delà de ça, il y a énormément d'organisations derrière. Il y a le matériel qui est derrière, il y a des structures de communication qui sont derrière, il y a la logistique qui est derrière, il y a énormément de choses. Donc un défilé en lui-même, c'est même pas les créateurs. C'est vrai que ça montre les créateurs, mais tout le bac, c'est beaucoup d'argent qui est créé par derrière. Mais on va jusqu'au billet d'avion, même puisqu'on fait venir des gens de l'extérieur et d'autres continents même d'ailleurs. Donc c'est énormément d'argent, c'est énormément de richesse dans ce domaine-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je dis toujours, chez nous on ne perçoit pas bien les choses, donc c'est encore là. Mais en Europe, en France, un défilé de mode, non, laisse tomber. Et si aujourd'hui la France se débat parce qu'ils avaient laissé tomber tout ça, tout ce qui est défilé Made in France, production Made in France, production locale, mais aujourd'hui ils sont en train de répondre parce qu'ils ont compris que c'est un énorme manque à gagner. Donc ils sont en train de recréer le Made in France. Le Made in France, et je pense que nous, en tant qu'Africains, c'est le moment de nous affirmer et de prendre notre part dans ce grand jeu-là. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, on peut affirmer que c'est une véritable industrie créative? Oui. Ou c'est encore en voie de développement? Non, c'est clair qu'on est en voie de développement, mais au niveau de la créativité, on ne peut pas dire qu'on est en voie de développement. Les Ivoiriens, les créateurs africains sont très créatifs. Mais comme je dis toujours à la fin, c'est vrai, il faut être créatif. Après, il faut pouvoir multiplier ce que tu as créé. Il faut pouvoir vendre ce que tu as créé pour pérenniser ton business. Parce qu'en réalité, tu es venu pour habiller les gens, tu n'es pas venu pour faire de la création. Si c'est la création, ça va rester que sur des papiers, ça va rester que la collection. Mais après, tu le matérialises en tenue, en bijoux, en accessoires. C'est là que tu commences à faire du chiffre. Mais sinon, si on reste dans nos créativités, nous, on a fait comment on appelle ça même? Une séance de travail avec l'ONUDI sur le projet PASSI. Mais après, dans leurs écrits, ils disent que nous, on fait de la surcréation. Où est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on crée plus qu'il n'en faut, mais on ne l'exploite pas. Donc, nous, on fait la création, on fait tous ces produits qui sont aimés, qui sont prisés, et puis c'est d'autres pays qui arrivent à le dupliquer, qui arrivent à le vendre. Aujourd'hui, le Nigeria est en train de dépasser. Voilà. Alors que la Côte d'Ivoire était la plaque tournante en termes de créativité, en termes de production. Mais là, c'est mort. Le Nigeria nous a dépassé, l'Éthiopie, ils sont loin, le Ghana est en train de se lancer. Avant-hier, le Bénin a créé son usine, et nous sommes là. Alors que nous avons non seulement plus de potentiel, on a du coton, on a de la créativité, mais on n'est pas dans la productivité, on n'est pas dans le développement du business. Donc, bon, et qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance? C'est vrai que c'est un peu complexe. Là, déjà, pour commencer, je pense que c'est une volonté politique. Parce que nous, en tant que marque, ça sera compliqué pour une marque, par exemple, de former, de se léser et de former toute cette main-d'œuvre qui manque aujourd'hui là. Ça sera compliqué pour nous. Nous sommes des entrepreneurs et on est assez fragile. On n'a pas encore un coussin de sécurité pour dire que tu as fait un break et puis former sur 3 mois tout un personnel. Non. Donc on essaie de faire avec les moyens du bord.
Donc on est toujours limité. Peu importe les marques en Côte d'Ivoire aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il a une usine de production en bonne et due forme. Parce que ça demande beaucoup de l'ingénierie, ça dépend du personnel qualifié, ça dépend de l'organisationnel, ça demande des protocoles de qualité. Et tant qu'on n'est pas là, on va rester en train de... Bon. En un mot, quelles sont les évolutions que vous attendez? Les évolutions sont à deux niveaux. Sont à deux niveaux. C'est-à-dire que la formation du personnel et la multiplication par la technologie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Si aujourd'hui le gouvernement prend une décision pour dire qu'on vous donne le financement pour former des artisans, 10 000 artisans, on va le faire. Mais après, pour multiplier les ventes, pour multiplier l'organisationnel, il faut maintenant mettre le volet informatique. Donc ces deux éléments sont les deux leviers. Si on les appuie, c'est clair que tout de suite, les choses, l'image de la mode ivoirienne va changer. Ouais. Très bien. Alors, les nouvelles plateformes numériques et les réseaux sociaux transforment-ils la manière dont la mode africaine est représentée et perçue? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que là, aujourd'hui, c'est une aubaine pour nous les Ivoiriens, pour nous les Africains de saisir ces réseaux-là, parce qu'en réalité, il est mieux pour vous, je vais dire, d'avoir une belle page de vente sur Facebook, sur Instagram et autres, que d'aller prendre une boutique, tu as payé un pas de pote à 20 millions, et où le fonctionnement même te fait peut-être 1 million par mois. Là où, sur cette voie-là même, il n'y a même pas 1000 personnes qui passent par jour. Vous voyez, mais quand vous investissez, je dis n'importe quoi, 2 millions ou 1 million sur une plateforme, sur un site de vente en ligne, c'est automatique, vous multipliez vos ventes ou quintuplez vos ventes. Donc, c'est une aubaine pour les créateurs, c'est une aubaine pour les artistes, c'est une aubaine pour la créativité africaine. Et ça, on doit vraiment miser là-dedans. Très bien. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'IA. Quel peut être l'apport de l'IA à la créativité, à la création africaine? Oui, bien sûr que l'IA a sa place, parce qu'en réalité, l'IA ne va pas remplacer l'humain, ça c'est sûr. L'IA ne pourra jamais remplacer notre créativité, mais il peut l'améliorer. Moi, par exemple, hier, je parlais avec l'ambassadeur d'un pays où je partis là, et on veut organiser un défilé. Et donc, elle ne voyait pas bien comment ça se fait. Mais après, on a généré des images simples avec nos pagnes, mais qu'on a dit, ah ouais, là je comprends mieux. Avant, il va falloir payer un webmaster, il va falloir payer un infographe pour te monter tout ça. Peut-être une semaine après, c'est des palabres qui ne finissent pas. Mais avec l'IA, tu le fais, c'est en 5-10 minutes, c'est fini. À toi maintenant de le sortir au concret. Donc ça facilite, ça peaufine, ça affine tout ce qu'on peut faire et assez rapidement. Je pense que tout ça reste quand même une aubaine pour nous en tant qu'Africains. Vraiment, ça reste une aubaine. Peut-être que vous l'avez dit, mais je reviens sur la question peut-être autrement. Comment l'Afrique peut-elle s'assurer que tous ces défilés de mode qui s'organisent sur le continent deviennent des piliers pour l'industrie de la mode locale? Bien sûr, c'est-à-dire que le réel problème, c'est l'accompagnement. Pour dire la vérité, c'est que l'accompagnement. Parce que c'est quoi? Généralement, c'est des initiatives privées. Voilà. Et comme je dis, une fashion week coûte cher. Coûte très cher. Au-delà des petits sponsors qui vont te donner quelques centaines de mille, c'est compliqué d'avoir le financement pour organiser toute une fashion week, parce qu'une fashion week, c'est vrai, il y a le côté glamour, il y a le côté défilé, mais le réel enjeu, c'est de pouvoir former des gens qui, quand ils quittent cette fashion week, ils vont grandir. Ils vont pour se donner des objectifs de développement clairs, concis, où ils savent qu'à partir de maintenant, voici le protocole de ma réussite, voici ce que je commence aujourd'hui, voici ce que je fais dans 10 ans. Si ce n'est pas ça, on vient s'amuser et puis après, on rentre avec des dépenses qu'on a fait sans retour sur investissement. Donc c'est l'accompagnement. Ces privés là, ils le font bien. Voilà. Déjà, je félicite mon frère Eli, qui est un ami effectivement de longue date. Mais je sais les difficultés qui sont dedans, parce que moi-même j'en ai fait des fashion week, j'ai fait énormément d'événements, je sais ce que ça coûte. Donc c'est l'accompagnement qui peut juste nous aider non seulement à mieux organiser et à créer de la richesse autour de toutes ces activités-là. Parce qu'après, ça reste des professionnels aussi qui vivent de ces différentes activités-là. Au-delà de ce qu'on voit, au-delà du défilé, il y a des professionnels qui sont, comme j'ai dit, il y a toujours des fonctions support. Voilà, qu'on ne va pas négliger. Votre mot sur l'avenir des défilés de mode sur le continent? Non, c'est clair que ça va évoluer, mais ça va changer.
Voilà, aujourd'hui, on fait des défilés de façon numérique, on ne se déplace plus, on crée des plateformes et chaque créateur de là où il est, il poste ses photos et puis ça se fait. Donc, ça va changer, mais nous aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est que toute cette technologie-là, c'est ouvert à tout le monde. Que tu sois européen, asiatique, africain, américain, c'est ouvert à nous tous. C'est le moment pour nous, Africains, vraiment de prendre notre part du gâteau et de dépasser les autres. Parce que là, il n'y a pas de... C'est la méritocratie. On ne va pas... Tu as l'outil en main, c'est à toi de t'en servir à bon escient. Je ne dis pas d'aller chanter sur les TikTok, je ne dis pas d'aller manger placali, je dis pas... Non, non. Quand tu sais que tu sais manger placali, tu aimes manger placali là, TikTok peut t'aider à vendre ton placali. C'est aussi simple que cela. Mais si toi, tu vas que pour montrer que tu as bouffé aujourd'hui, tu as bu la nuit, demain tu vas boire, bon après, c'est pas... Pendant que les Occidentaux créent des business avec, nous, on fait d'autres choses avec. C'est dommage, mais je pense que nous tous, on va prendre conscience à un moment donné et savoir que c'est une aubaine qu'on ne doit pas rater ce virage-là. Très bien dit, Roger Bongo. En tout cas, merci d'avoir répondu aux différentes questions d'Afrique Chic. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre thématique encore plus intéressante. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très bientôt pour une autre émission.